Thunderbolts est-il le film miracle qui remonte le niveau du MCU? Si on en croit les notes moyennes sur les différents agrégateurs et sites, le film est très apprécié par les spectateurs, même s'il y a évidemment des exceptions. Alors s'agit-il d'un bon film ou de la preuve que ce qui a précédé était juste très mauvais? Je vous parle de tout ça d'abord sans spoiler, puis avec. Je pense qu'il y a différentes façons de répondre à cette question et que cela dépend de l'humeur du jour ou plus profondément de l'état émotionnel au moment de découvrir le film. Si je le formule ainsi, c'est pour faire écho aux thèmes centraux du film bien sûr. Des thèmes qui ne se limitent pas à la seule santé mentale, même si elle est au centre de l'histoire sans aucun doute possible, puisqu'on va explorer une thématique aussi profonde et complexe que la honte, mais j'y reviendrai dans la suite de la vidéo. Pour en revenir à la perception que les spectateurs peuvent avoir du film, je pense que c'est typiquement une des œuvres qui bénéficie le plus d'en savoir le moins possible à l'avance, quand on ignore totalement qui est Bob, qu'on ne connaît rien à Sentry ou à Void, et qu'on se demande quelle direction va prendre cette histoire, sans même avoir vu de bande-annonce. Il y a moyen de vraiment en faire une belle expérience. Je n'affirme absolument pas qu'il serait impossible d'apprécier ce film en connaissant d'avance tous ces éléments, mais de mon point de vue, s'il a bien un défaut qui vient contrebalancer ses diverses qualités, c'est sa grande prévisibilité. En effet, on se doute de l'issue de la première réunion du groupe, on se doute de la direction que prendra l'histoire de Bob, et on se doute de la façon dont le groupe parviendra à inverser la tendance durant le dernier acte du film. Qu'on puisse aisément deviner le déroulement du film n'implique pas du tout qu'il est mauvais bien sûr, de très nombreux longs métrages fonctionnent sur des canevas et des archétypes établis et connus de tous, implantés dans l'inconscient collectif, et parmi eux on trouve de très grands films. L'élément de surprise, le plaisir de l'inattendu ne sont que des qualités possibles parmi tant d'autres, là où Thunderbolts ne parvient pas vraiment à surprendre dans son écriture, il le fait un peu en revanche dans sa mise en scène et sa photographie, puisqu'on appuie le moins possible sur les effets numériques, et qu'on peut apprécier une certaine patte artistique de Jake Schreier à la réalisation et Andrew Droz Palermo à la photographie. Jake Schreier s'est notamment illustré avec la série Acharné ou Beef en VO sur Netflix, à laquelle j'avais consacré une vidéo sur la chaîne, et on doit à Droz Palermo la photographie si marquante de The Green Knight, le film de David Lowery. Le dosage de l'humour sera sans doute un sujet de désaccord lors des discussions portant sur la qualité du film. Évidemment, David Harbour en Red Guardian risque à tout moment de fatiguer le public qui a peu de patience pour ce type de personnage ultra caricatural. Le film aurait gagné à lever le pied sur ce ressort comique permanent, ce qui est largement confirmé quand on le voit enfin avoir une discussion sérieuse et adopter une attitude d'adulte dans une scène du film que certains considèrent sinon comme la meilleure, du moins la plus émouvante. Ceci étant dit, je dois avouer avoir trouvé certaines répliques du personnage vraiment drôles. Le problème avec lui reste ce surdosage, comme si les scénaristes ne pouvaient s'empêcher de se laisser aller en écrivant ces dialogues. Dans l'ensemble, je pense que Thunderbolts est un film agréable qui a bien compris de quelle manière il fallait aborder un personnage tel que Sentry. Le film s'appuie beaucoup sur le talent de Florence Pugh, qui porte partout où elle passe un véritable star power, le genre de présence à l'écran si rare et si recherché qui risque bien de la propulser en tête d'affiche du MCU, du moins si c'est une direction qu'elle envisage sérieusement pour la suite de sa carrière. Ici, le scénario place sa mise sur les faiblesses, les manquements de ces personnages, mais aussi sur leurs interactions qui se transforment au fil de l'intrigue et de la complicité qui naît dans l'action commune. Bémol à ce sujet toutefois, on a une focalisation indiscutable sur le personnage de Yelena et on sent que tout gravite autour d'elle, même Bob, dans une certaine mesure. Dans ce déséquilibre assumé et sans doute nécessaire, des personnages tels que Ghost ou Taskmaster payent les conséquences avec un développement tellement mince qu'on pourrait presque le qualifier de darwinien. De mon point de vue, Thunderbolts est le troisième meilleur film du MCU post-Endgame. Pour moi, le deuxième meilleur reste Shang-Chi, à une courte tête devant Thunderbolts, tandis qu'on retrouve les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec une position presque indiscutable au sommet d'un tel classement. Alors je me doute que selon les sensibilités, certains mettraient sur ce podium Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2 ou encore Les Éternels, voire Deadpool 3, mais bon, je vous laisse exprimer vos subjectivités indubitablement objectives en commentaire. Bande de garnements. Avant de passer à la partie spoiler de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne via un abonnement qui vous octroie divers avantages selon le niveau choisi, notamment l'accès
au chat pendant les lives. Alors bon, la dernière fois ça ne fonctionnait pas vraiment alors que c'était bien configuré, j'ai encore vérifié, ce qui promet peut-être une surprise lors du prochain direct, ici même sur YouTube mais aussi sur Twitch, direct que je vous annonce pour ce mardi 6 mai à 20h, mais je vous confirmerai ça sur l'onglet communauté de la chaîne. Ce sera l'occasion de parler de Marvel, de The Last of Us ou encore de nos coups de cœur du moment, et ce sera chouette. J'en viens donc à la partie spoiler avec l'intro Marvel qui revient au classique, avec de nombreux extraits de comics qui sont feuilletés à l'intérieur des fameuses lettres, avant que toutes ces merveilles colorées ne deviennent la proie du nombre implacable, sans doute l'une des meilleures intros de ce type, avec celle qui rendait hommage à Chadwick Boseman dans Wakanda Forever. Voir Yelena qui ne trouve aucun sens à son travail, ni à son quotidien, ou plus largement à sa vie, voilà qui pourrait faire cruellement écho chez pas mal de monde, malheureusement, je le suppose. Alors certes, dans son cas, on peut y ajouter la crise de conscience assez légitime avec le nombre de morts qu'elle a sur la conscience justement, mais on établit directement la tonalité personnelle d'un film qui s'intéresse à l'état psychologique de ses protagonistes. Au fur et à mesure du film, on peut constater que Yelena est associée de plus en plus nettement aux sources de lumière dans la composition des plans. Alexei, celui qui lui sert de figure paternelle, évoque à diverses reprises la lumière qui caractérisait Yelena enfant. Et on sait tous, enfin je suppose que certaines personnes rayonnent, un rayonnement extrêmement précieux qui ne doit pas être considéré comme acquis toutefois, car même les individus les plus lumineux peuvent être menacés par l'obscurité qui représente pour Yelena la dépression sans doute, même si dans le cas de Bob c'est un peu différent. Lorsque Yelena trouve enfin une écoute chez son père, elle ressent un mieux-être, le processus est accéléré bien sûr pour répondre au rythme de l'action du film, mais elle devient distinctement une source de lumière dans l'obscurité intérieure de Bob, avec un symbolisme très marqué en ce sens, notamment dans cette pièce où Bob se réfugie quand le vide est en contrôle. Toute la partie piège du petit groupe d'agents qui en savent beaucoup trop sur les activités compromettantes de Valentina Allegra de Fontaine au début du film était à la fois très prévisible mais aussi très agréable à suivre. La seule déception vient de la mort expéditive d'Antonia Dreykov alias Taskmaster. Le personnage avait été malmené dans Black Widow et au final ici elle fait les frais d'un sacrifice qui s'explique à coup sûr par le manque de temps pour développer chacun des personnages. On se trouve déjà à la limite avec John Walker alias US Agent et nettement en dessous avec Ava Starr alias Ghost. En effet, on n'apprend rien de plus sur Ava au cours du film, on ne visite pas la vision de son passé, on ne sait pour ainsi dire rien de son état d'esprit, elle n'a pas vraiment de point de départ ni de point d'arrivée. Et si le pouvoir de Ghost est initialement mis à contribution pour sortir le groupe du piège, il est dommage de constater que par la suite, on n'en voit aucune utilisation inventive ou frappante, au contraire, on réitère la frustration de la nullification du pouvoir par des ondes, ce qui est quand même assez paresseux d'un point de vue scénaristique, faut pas se mentir. C'est d'autant plus dommage quand on prend un instant pour constater que le pouvoir de Ghost est littéralement le seul original de toute la bande et que l'équilibre des capacités est de toute façon très secondaire dans ce film. Il suffit pour ça de penser à la hauteur à laquelle John Walker est capable de sauter quand il cherche une sortie, tandis que Yelena va se relever sans dommage des coups qu'il a pu lui porter auparavant. John Walker a pour sa part une trajectoire un peu plus claire, devenir un peu moins un connard égocentrique à la fin du film qu'au début, le tout en reconnaissant devant des personnes de confiance que sa façade bravache n'est qu'un masque pour sa solitude et sa honte. Et la honte justement, comme promis, parlons-en, les endroits qui enferment les gens transformés en ombre par le vide sont appelés shame room par les créateurs du film. La honte est donc bien le sentiment complexe au cœur de ces expériences. Pour Bob qui a souffert des violences domestiques et conjugales de son père, mais aussi des récriminations de sa mère qui lui reprochait de faire empirer les choses quand il tentait de prendre sa défense, la honte fait partie d'un mécanisme traumatique qui alimente ou déclenche un trouble bipolaire latent. Auparavant, les troubles bipolaires étaient appelés psychoses maniaco-dépressives. On y retrouve la succession de phases d'excitation et de phases dépressives, sachant qu'entre ces phases, on peut avoir des phases d'humeur plus neutre ou normale, même si le terme de normalité est toujours un peu délicat. Et lorsque Bob apparaît pour la première fois, il est justement dans une humeur neutre. La phase maniaque ou d'excitation correspond à sa prestation en tant que Sentry, quand Valentina l'a convaincu de devenir un super-héros et qu'il se désigne lui-même comme un dieu. Il remet alors en question l'ascendant de Valentina sur lui et se sent omnipotent, ce qui est affreusement proche de la réalité, tant Sentry est puissant justement. Le trouble de Bob l'a poussé vers la toxicomanie au cours de sa vie, une addiction qui a à son tour nourri les phases de bipolarité. Toutefois, on découvre que le moment qui le fait basculer encore plus profondément est celui du déclenchement de sa phase dépressive la plus intense, le vide. Ce vide est apparu la première fois quand les chercheurs ont essayé de le tuer, a priori, et sa plus grande honte consiste à les avoir tués, du moins à être convaincu de les avoir tués, car on comprend plus tard
qu'un retour est possible de cet état d'ombre. Au passage, on peut souligner que le design ultra saisissant de ces silhouettes comme brûlées au sol est inspiré de la terrible réalité de ce qui a été observé dans les villes de Nagasaki et Hiroshima lors des frappes atomiques américaines. Quoi qu'il en soit, quand Mel, l'assistante de Valentina, déclenche le dispositif de secours qui est supposé tuer Bob, le retour du vide est inévitable puisqu'on retrouve les conditions de sa première manifestation. Dans les comics, Sentry, comme le vide, sont plus ou moins impossibles à tuer, et c'est ce qu'on retrouve ici, sous un format adapté. La façon d'apprécier le dénouement variera selon les goûts, mais depuis longtemps j'étais convaincu que la seule voie logique de résolution du film consistait à trouver une version du fameux pouvoir de l'amour. Et oui, c'est formulé de manière très bisounours, dit comme ça, mais heureusement le film se sauve en proposant ce soutien affectif d'une manière assez convaincante visuellement. Et disons que c'est déjà nettement plus appréciable que les grands n'importe quoi qui marquaient la défaite des antagonistes dans Ant-Man Quantumania ou encore Thor Love and Thunder, pour citer les deux plus gros bousins des phases récentes. Je peux comprendre la frustration de ceux qui voulaient une véritable démonstration de la puissance véritable de Sentry ou du vide, mais avec des adversaires tels que les nouveaux Avengers, c'était tout bonnement impossible. Pour ça, il faudrait des gens de la puissance de Thor, de Strange, de Scarlet Witch ou d'un Hulk enfin traité avec le respect qu'il mérite. Dans Thunderbolts, le rôle de catalyseur donné à Bucky Barnes a le mérite d'en faire un moteur de l'action, mais on insiste sur son aspect cool et iconique, même si, fondamentalement, tout comme Ghost, il reste périphérique à toute forme de développement véritable, si ce n'est l'idée relativement cosmétique de faire de lui un représentant de la Chambre américaine. Les deux scènes post-génériques de fin nous emmènent dans le monde merveilleux du marketing héroïque avec des paquets de céréales dignes de Vote Industry pour la première. On reste ici dans le truc totalement inutile et un petit peu rigolo, mais c'est pour mieux préparer le terrain à la seconde scène qui est elle vraiment excitante et qui a été tournée un mois avant la sortie du film par les frères Russo sur le plateau de Avengers Doomsday. Les nouveaux Avengers sont donc en embrouille avec Sam Wilson et pour cause, puisque Sam devait réunir une équipe et que Valentina lui a coupé l'herbe sous le pied avec son annonce publique, pire, avec la participation de son meilleur pote Bucky. Avant même qu'on ne voie la fusée, Yelena évoque des problèmes dans l'espace, ce qui pourrait laisser entendre qu'une incursion se prépare à moins que Galactus n'approche de la Terre 616. Il est possible que Reed Richards, Monsieur Fantastique, ait besoin de Sentry dans sa recherche d'une solution face à une incursion ou Galactus, à moins que les 4 Fantastiques ne soient tout simplement les derniers survivants de leur univers, des réfugiés arrivant sur la Terre 616, potentiellement avec Galactus aux trousses, voire aux fesses. Pour rappel, une incursion correspond en résumé à la collision de deux univers, le point d'impact étant la Terre. Le résultat est généralement la destruction totale des deux univers concernés, à moins, par exemple, que l'une des deux terres ne soit détruite avant l'autre, ce qui poserait les bases d'un affrontement dantesque entre Avengers et X-Men notamment. Les 4 prochains films Marvel sont vénères, du moins sur le papier, puisqu'on a les 4 Fantastiques premiers pas, au mois de juillet qui approche, Avengers Doomsday en mai 2026, Spider-Man Brand New Day en juillet 2026 et Avengers Secret Wars en mai 2027. Ces films s'inscrivent dans une révision artistique et créative de Marvel qui vise à assurer une qualité plus élevée des films et séries en réduisant le nombre de projets par an. L'intention est louable, reste à voir ce que ça donnera, notamment pour Avengers Doomsday dont le tournage commence à peine, ce qui laisse peu de temps pour tenir la date de mai 2026 en connaissant le volume d'effets numériques indispensable pour un tel projet. On peut aussi s'interroger sur la place qu'auront ces nouveaux Avengers dans des films aux enjeux aussi cosmiques avec des personnages super puissants, mais pour ça, eh bien, il faut compter sur l'ingéniosité des scénaristes et espérer que les frères Russo se reprennent après une série de réalisations inquiétantes depuis Endgame. Je dois dire que je suis relativement optimiste pour les 4 Fantastiques, c'est un film que j'ai vraiment hâte de découvrir en salle, et pour la suite, je reste un peu plus circonspect pour l'instant en espérant, comme toujours, d'excellentes surprises. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, pouce en l'air, abonnement, souscription, commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!